Bien, bonjour. Pour terminer ce cours, aujourd'hui, je voudrais parler de l'acquisition du mouvement. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? C'est un phénomène ou une opération omniprésente en syntaxe et qu'on peut caractériser de cette manière. Fréquemment, ou même normalement, les éléments syntaxiques sont prononcés dans des positions distinctes des positions dans lesquelles ils sont interprétés. Ceci est montré de manière très claire par la formation de questions WH en français. Donc, si vous pensez à une structure comme quel livre tu veux acheter ou quel livre est-ce que tu veux acheter, l'expression quel livre doit être interprétée comme faisant partie de la structure argumentale du verbe acheter, doit être interprété comme l'objet d'acheter fondamentalement. Il reçoit un rôle thématique, un rôle argumental de acheter, mais il est prononcé dans toute autre position. Il est prononcé en position initiale de la structure, et en effet, il peut être indéfiniment éloigné de sa position argumentale. Pensez à quelque chose comme quel livre est-ce que Pierre dit que tu veux acheter, etc. On peut continuer de cette manière. Alors, la manière classique d'exprimer cet état de choses, c'est de faire l'hypothèse qu'il y a une représentation abstraite où l'élément en question est en effet exprimé dans la position où il est interprété. Donc, par exemple, 2A est une représentation abstraite, tu veux acheter quel livre, et ensuite, l'élément bouge de cette position à sa destination finale, qui pourrait être, dans le cas des questions, la position initiale de la phrase. Alors, comment formaliser le mouvement? Dans des cadres théoriques précédents, il y avait une opération spéciale, une transformation de mouvement. Dans le programme minimaliste, le mouvement est vu comme un cas spécial de l'assemblage, de cette opération appelée merge en anglais, assemblage en français, on a décidé de le traduire comme ça, qui dit simplement prendre deux éléments mêlés ensemble. En effet, dans cette opération exprimée en 1, on peut en effet distinguer deux sous-cas. Il y a un cas qu'on peut appeler assemblage externe, c'est-à-dire les deux éléments qu'on met ensemble ne sont pas connectés avant l'opération. Par exemple, ces deux éléments du lexique avec Jean, on met ensemble, on forme le syntaxe prépositionnel avec Jean. Mais il y a aussi un autre cas, appelé assemblage interne, dans lequel les deux éléments forment déjà une structure arborescente. Par exemple, A fait partie de B, et donc on a déjà appliqué ici plusieurs fois l'assemblage pour créer cette structure. Mais ensuite, on peut, dans cette configuration, reprendre A et l'assembler avec B, en obtenant ce type de configuration. Et la position de départ, pour ainsi dire, de A, c'est ce qu'on appelle la trace, qui normalement n'est pas prononcée, mais qui pourrait être prononcée dans certaines situations. On a vu ça et dans la grammaire adulte et dans le langage enfantin. Alors le fait de dire qu'il y a une même opération d'assemblage dans les deux cas est justifié par le fait que le résultat des deux opérations est en effet le même. Cette configuration encerclée et soulignée en rouge. Donc, plus en détail, pour le cas du départ, donc pour la dérivation d'une structure interrogative, on partira d'une structure comme celle-ci, tu veux acheter quel livre, créée par plusieurs applications de l'assemblage externe, et ensuite, donc la structure en rouge est ce qui correspond à A, et la structure en bleu est ce qui correspond à B dans l'exemple, dans la structure précédente, on peut reprendre quel livre et l'assembler avec le reste de la structure, formant ainsi quel livre tu veux acheter avec la trace de quel livre laisser derrière. Donc ça pour l'opération de mouvement qui peut être exprimée par l'assemblage. Maintenant, la question qui se pose est quand est-ce que le mouvement est acquis? On peut d'abord se poser la question, est-ce que le mouvement est présent
dès que la syntaxe se manifeste vers l'âge de 2 ans, disons entre 1 an et demi et 2 ans, ou bien on observe un développement. Alors, si nous prenons au sérieux l'hypothèse minimaliste que le mouvement est en effet un cas particulier de l'assemblage, l'attente, évidemment, est d'observer des manifestations du mouvement dès que l'assemblage est disponible. C'est pas parce que dès qu'il est disponible, dès que cette opération est disponible, elle pourrait s'appliquer ou bien comme assemblage interne ou externe, évidemment. Et ceci semble être fondamentalement correct. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la discussion relative à Growing Trees, à la croissance des arbres, la semaine passée, on a observé que certains types de mouvements sont attestés déjà dans la première phase. Par exemple, le mouvement de l'objet en position sujet dans les cas des verbes inaccusatifs. Néanmoins, il faut dire que le mouvement ne se manifeste pas du point de vue de l'acquisition comme un phénomène homogène. Il y a des mouvements faciles et des mouvements difficiles. Il y a des mouvements qui sont attestés dès le début de la production, par exemple, et des mouvements qui exigent plusieurs mois ou même des années, plusieurs années, pour être pleinement maîtrisés par l'enfant. Alors, afin de voir cela, il faut introduire une typologie un peu plus fine du mouvement. On en a brièvement parlé déjà la dernière fois. Si vous prenez une structure minimale de ce type où il y a une tête, par exemple un verbe qui projette un syntagme, par exemple un syntagme verbal, nous avons en effet 3 types possibles de mouvements. Ou bien le mouvement de la tête, donc par exemple le verbe tout seul peut quitter le syntagme verbal pour s'associer à la flexion. On a vu ce cas plusieurs fois dans ce cours. Ou bien donc le mouvement de tête, ou bien un mouvement de tout le syntagme. Le syntagme tout entier peut se déplacer à une autre position. Et là, il faut distinguer, selon la nature de la position ciblée, un mouvement de syntagme de type A, argumental, fondamentalement un mouvement de syntagme qui cible une position argumentale, la position typique est la position sujet. Donc un mouvement qui va vers le sujet. Par exemple, le passif, l'objet se déplace en position sujet, n'est-ce pas? Ou bien un mouvement du syntagme vers une position à barre. Et ici, la manière standard d'illustrer ce mouvement, c'est le mouvement vers la périphérie gauche, vers, par exemple, le mouvement de question qui occupe une position à barre veut dire simplement non argumentale, donc une position distincte de la position sujet. Je disais, le mouvement est un phénomène omniprésent. Ici, j'ai mis la dérivation d'une phrase comme « à qui parleras-tu » Vous voyez, on part d'un noyau argumental « tu parles », racine du verbe « parler », « à qui ». Ensuite, il y a plusieurs mouvements. Il y a un mouvement de tête, indiqué en rouge. Le verbe se déplace pour s'associer à la flexion verbale. Et ensuite, comme c'est une interrogative, le verbe fléchi se déplace au complémentaire. C'est une sorte de forme résiduelle de V2, de verbe en deuxième position dont on a parlé à plusieurs reprises. Le sujet de sa position thématique se déplace à la position canonique du sujet dans la partie haute de la structure du IP, de la phrase. Et puis, comme c'est une structure WH, l'élément interrogatif à qui se déplace au spécificateur du complémentaire. En effet, si on adopte des structures cartographiques, ici il y a beaucoup plus de complexité, mais on peut se contenter de ce type de représentation. Et on obtient donc l'ordre à qui parleras-tu, où on bouleverse, on change complètement l'ordre des éléments par rapport à la situation de base. Maintenant, regardons donc l'acquisition. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe est que le cadre est très complexe. Il y a certains types de mouvements qui sont acquis rapidement, donc quand l'enfant commence fondamentalement à produire des structures syntaxiquement pertinentes, ils sont déjà là. Et il y a aussi des mouvements qui sont tardifs. Le mouvement de tête, au moins les cas fondamentaux de mouvement de tête, comme le mouvement de V
à la flexion temporelle, le mouvement de la flexion du temps, disons, du verbe fléchi au complémentaire dans la langue V2, sont acquis rapidement. On a déjà vu plusieurs types de phénomènes enfin, qui illustrent la rapidité de l'acquisition de ces propriétés. Par contre, si on regarde le mouvement A et le mouvement A bar, on trouve qu'il y a certains cas qui sont rapides, d'autres cas qui sont acquis plus tardivement. Par exemple, on avait dit pour les inaccusatifs, le mouvement de l'objet en position sujet est déjà là dès le début, pour ainsi dire, dès le début de la syntaxe, mais le passif est tardif. Je vais revenir sur quelques exemples dans 2 minutes. La montée du sujet, je vais faire l'exemple de cela aussi, un autre type de mouvement A est acquise tardivement, relativement tardivement. La construction facile à contenter, Jean est facile à contenter, qui présente plusieurs formes de complexité, est aussi acquise tardivement, n'est-ce pas? L'enfant interprète Jean est facile à contenter comme Jean est prêt à contenter, c'est-à-dire comme le sujet, interprète le sujet de la phrase principale comme le sujet de la structure subordonnée, tandis que dans cette construction en particulier, il doit être interprété comme l'objet du verbe dans la structure subordonnée. Et cet élément est assez difficile. Donc il y a des cas de structure facile, des cas de structure difficile. Si on regarde les dépendances à barre, eh bien la même construction peut illustrer des cas faciles et des cas difficiles. Par exemple, les relatives et les questions sont acquises rapidement, assez rapidement, mais certaines relatives et certaines questions sont très très difficiles quand elles concernent l'objet et quand elles ont d'autres propriétés que je vais illustrer. Donc dans la même construction, il y a une asymétrie de cette sorte. Comment traiter tout cela? Cela semble pas très ordonné, pas très clair, mais il y a une belle généralisation qui se manifeste et qui est la suivante. Le mouvement difficile et donc appris plus tardivement par l'enfant est un mouvement qui traverse un élément qui intervient. Donc, quand vous essayez de faire un mouvement d'une position Y à une position X et que vous traversez une position qui intervient et qui est du même type que la cible, fondamentalement, que la position X, ce genre de configuration est difficile. Et l'enfant, au début de la syntaxe, n'arrive pas vraiment à gérer cette sorte de configuration. Alors voyons cas par cas, mouvement de tête facile, le verbe se déplace à la flexion, j'en rencontrera pour former le verbe fléchi, par exemple en français. Ce mouvement est très local, il ne traverse rien de particulier, n'est-ce pas? Donc facile. Mouvement A, si vous prenez un verbe inaccusatif comme leave en anglais ou partir en français, Jean partira. Nous savons qu'avec cette classe verbale, ce qui est en surface le sujet, part de la position objet. Mais là, ce type de mouvement de l'objet au sujet ne traverse rien de pertinent, ne traverse aucune position nominale, donc facile. Par contre, si vous prenez le passif, John was fired ou Jean a été licencié ou quelque chose comme ça, là, il est clair qu'il y aura quelque part un argument externe, un agent du verbe au passif, et que donc le mouvement de l'objet à la position sujet devra nécessairement traverser, à moins que quelque chose de spécial ne s'applique sur cette structure, devra traverser un élément intervenant, non prononcé dans ce type de structure, mais quand même présent dans la représentation mentale. Nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui aura licencié Jean, n'est-ce pas? Même chose pour la montée. John seems to Mary to be sick. On a dit, dans ce genre de structure, l'enfant a du mal à interpréter cette structure correctement. En anglais, par exemple, où ces structures sont possibles, parce qu'il va interpréter Marie comme la personne qui est malade, plutôt que Jean, ce qui serait l'interprétation correcte. John is easy to help, John is easy to please, également tardif, comme le travail expérimental de Carol Chomsky l'avait montré déjà dans les années 60.
Donc ici, il y a toujours un intervenant. Dans John is easy to help, ou Jean est facile à contenter. On comprend qu'il y a quelqu'un pour lequel, qui va aider fondamentalement Jean. Donc il y a toujours un élément intervenant qui détermine la difficulté de cette structure. En ce qui concerne le mouvement à barre, prenons par exemple les relatives, the boy that is pushing the girl, ou en français, l'enfant qui pousse la fille, relative sujet, donc trace en position sujet. Ici, il n'y a rien d'important qui intervient entre la trace en position sujet et la tête de la relative. Tandis que dans la relative objet, the boy that the girl is pushing, il y a clairement un intervenant. L'objet se déplace en position de tête de la relative, mais le sujet de la phrase intervient. Et le sujet de la phrase est un élément nominal qui détermine donc une difficulté et le retard dans l'acquisition. Voilà, donc, et en essayant de rendre le domaine un peu plus large, du point de vue du linguiste, il est très intéressant de pouvoir regarder ces difficultés enfantines comme des phénomènes d'intervention. Parce qu'en linguistique formelle, il y a une littérature très riche sur les phénomènes d'intervention et qu'on peut essayer d'utiliser pour analyser ces structures. En particulier, en linguistique, grammaire générative, on parle beaucoup de l'acceptabilité dégradée, donc l'acceptabilité pas pleine, qu'on a dans certaines constructions qu'on appelle des îlots faibles. Je vais les illustrer en 2 minutes. Dans l'étude du développement, on observe l'incapacité des enfants à calculer certaines dépendances à barre, comme certains relatifs objets, comme on l'a vu. Et également, dans plusieurs formes de pathologies liées au langage, on observe de difficultés semblables. Donc, dans l'étude du développement et des pathologies, on observe la pertinence de la notion d'intervention. Et puis, en psycholinguistique expérimentale, on a observé que même les adultes, dans des circonstances tout à fait normales, ont quelques difficultés qui se manifestent en forme de traitement ralenti dans des configurations d'intervention. Et on va voir quelques exemples de ce type. Donc il y a 3 domaines empiriques qui sont étudiés en 3 domaines disciplinaires distincts. Et le défi qu'on a essayé d'aborder, c'est de voir si on pouvait proposer une approche au moins en partie unifiée à ces différentes généralisation empirique. Partons de la linguistique, partons de cette question de les contraintes sur les îlots faibles. Ça veut dire que certains contextes, comme les déclaratives, permettent l'extraction. Donc à partir de « on croit que Jean a acheté ceci », on peut former une question sur ceci, une question WH, former que croit-on que Jean a acheté, par exemple, sans problème. Mais si on prend comme ligne de base une question indirecte, donc on se demande qui a acheté ceci, et que vous essayez de former une question sur l'objet direct de la question indirecte, le résultat est clairement dégradé. Que se demande-t-on qui a acheté ? Il y a quelque chose de bizarre là, ce n'est pas une phrase vraiment acceptable. Alors comment traiter ça ? L'idée est intuitive, exprimée par ce principe, minimalité relativisée, qui dit fondamentalement qu'un mouvement d'une position Y à une position X est bloqué dans une configuration d'intervention où il y a un élément Z qui intervient entre X et Y, et Z est un élément du même type que X. Donc, par exemple, dans « Que se demande-t-on qui a acheté ?» que déplacer de cette position est un élément WH, c'est un élément interrogatif, qui ne peut pas être déplacé en traversant un autre élément WH. On peut préciser un tout petit peu les choses. Par exemple, exprimer l'intervention pertinente en termes hiérarchiques. Je reviendrai là-dessus, donc pour le moment je mets cet aspect de côté. En tout cas, Z, pour déterminer ces effets d'intervention, ne doit pas intervenir de manière purement linéaire, donc dans la suite des éléments, mais hiérarchiquement.
d'une manière définie par la C-commande. On verra ça vers la fin du cours. Et ensuite, on peut dire en quel sens Z peut avoir le rôle de blocage par rapport à une relation. C'est quand Z partage des traits syntaxiques pertinents avec X. Donc Z et X ont quelque chose d'important en commun, en particulier les traits qui déclenchent le mouvement. Donc, par exemple, que et qui, comme pronom interrogatif, auront un trait Q, ou WH en anglais, qui déterminera le fait qu'ils peuvent se déplacer à la périphérie d'une certaine phrase, et donc ce type de déplacement de que qui traverse qui violera quelque chose, violera justement ce principe de la minimalité relativisée. On avait brièvement discuté la dernière fois le fait qu'il y a certaines modulations dans les jugements. Par exemple, si ici vous essayez de sortir un élément plus complexe, comme quel livre à la place de que, vous obtenez un résultat toujours bizarre, mais plus acceptable. Donc, quel livre se demande-t-on qui a acheté, par exemple? Vous vous souvenez qu'on a un peu discuté d'une manière quantitative de définir les degrés d'acceptabilité. Et ceci peut être traité en termes du système de traits qu'on introduit comme traits qui déclenchent le mouvement, mais je ne voudrais pas revenir sur ces aspects qu'on a déjà discutés la semaine dernière. Venons à l'acquisition, venons au problème qui se manifeste avec cette asymétrie systématique entre les relatifs sujets et les relatifs objets. C'est des faits observés déjà il y a longtemps, mais qu'on va aborder en suivant l'analyse qu'on a proposée dans un article écrit en commun avec Naama Friedman, Adriana Belletti et moi-même, publié en Lingua il y a une dizaine d'années. Donc ici, on a regardé l'acquisition de ces structures en hébreu, mais on peut regarder le français, on peut regarder l'italien, on obtient fondamentalement les mêmes résultats. Et l'observation est que, tandis qu'une relative sujet est bien comprise par l'enfant déjà à 3 ans et demi, sans problèmes spéciaux, une relative objet, comme « montre-moi l'éléphant que le lion lave », très difficile. Donc on procède comme ça. L'enfant entend la phrase « montre-moi l'éléphant qui lave le lion ». Il doit évidemment choisir la première image. Et déjà à 3 ans et demi, l'enfant est fondamentalement correct, très très rapidement. Mais vous essayez « montre-moi l'éléphant que le lion lave », si on devrait choisir évidemment la deuxième image, très difficile. Hein. Donc fondamentalement, l'enfant n'arrive pas à décoder grammaticalement cette structure, hein, et donc il choisit au hasard l'une ou l'autre image. Hein. Nous sommes à ce niveau de performance, évidemment. Donc il sait qu'il s'agit d'un événement de laver, et que les participants seront un lion et un éléphant. Donc il choisit au hasard l'une ou l'autre de ces deux images. C'est un phénomène qui a été étudié dans plusieurs langues, en français. Bien sûr, on a regardé ça en détail, Bentea Durleman en particulier, en utilisant l'analyse de Friedemann, Belletti et moi-même. En italien, on a testé ça. En portugais, hein, par ces travaux de João Costa, qui est un très bon linguiste, mais qui maintenant a changé un peu de métier parce qu'il est devenu le ministre de l'instruction publique dans son pays, mais il reste un excellent linguiste. Et puis en roumain, en allemand, en anglais, il y a longtemps, ces observations avaient été faites, catalan, en grec, suédois, hébreu moderne, justement, dans le travail que j'ai cité. En chinois, on va revenir sur le chinois parce que c'est extrêmement intéressant. Le chinois, étant donné l'ordre des mots de la relative en chinois, c'est très important de voir ce qui se passe. Basque, donc en dehors des langues indo-européennes, on retrouve le même type de configuration.
L'hypothèse que nous avons suggérée est donc de dire peut-être ce principe de la minimalité relativisée peut expliquer les difficultés sélectives de la relative objet, parce que ce qui se passe est que dans la relative objet, la cible, l'éléphant, ici la tête de la relative, et le sujet qui intervient ont quelque chose en commun, ce trait nominal qui dit dans cette structure il y a un nom, fondamentalement. Et cette identité de trait est la source de la difficulté. Donc là, plus R est simplement le trait qui caractérise la tête de la relative, donc R comme relative, exactement comme on aurait Q dans les questions. Hein. Donc, là, en termes de traits pertinents, la tête de la relative aurait une spécification qui contiendrait comme sous-ensemble donc inclurait la spécification de l'élément intervenant. Et cette identité, cette correspondance de traits entre la cible et l'intervenant est, selon l'hypothèse que nous avons faite, la source de la difficulté pour l'enfant. Alors, comment tester cette hypothèse? C'est simple. Si on prend comme ligne de base la structure difficile pour l'enfant, on peut manipuler ou bien la tête de la relative, ou bien l'élément intervenant pour essayer d'enlever le trait commun fondamental. Alors voyons ce qui se passe. On peut par exemple penser à une relative libre, donc à une relative où il n'y a pas de tête nominale, de tête lexicale. Montre-moi qui le lion lave, une structure qui n'est peut-être pas très fréquente en français, mais qui est normalement utilisée en hébreu. Et vous voyez qu'ici, à cause de l'absence de la tête nominale, la cible et l'élément intervenant n'ont plus ce trait commun. Et d'un autre côté, on pourrait intervenir sur l'élément intervenant en remplaçant le syntagme nominal, le lion, par un pronom, par exemple. Un pronom générique, quelqu'un. C'est en effet légèrement différent en hébreu, mais fondamentalement, on peut regarder ce type de structure. Donc, montre-moi l'éléphant que quelqu'un lave, par exemple. Alors, ce qui se passe est qu'effectivement, il y a une amélioration considérable de la performance. Si on compare la relative avec la tête nominale et la relative libre est nettement plus facilement interprétée par l'enfant. Donc, on passe de 55% à 79% de sélection correcte de l'image. Et également, en ce qui concerne la relative sur l'objet, on passe de 55% à 81% dans le cas où le sujet intervenant est simplement pronominal. Ce n'est pas un élément, un syntagme nominal avec un nom, fondamentalement. Voilà, donc ceci suggère qu'effectivement, ce qui gêne dans « Montre-moi l'éléphant que le lion lave », ce n'est pas la simple distance. On aurait pu dire la difficulté de relative objet est qu'il y a plus de distance entre la tête de la relative et la position objet par rapport au relative sujet, qui sont plus proches, évidemment, où la propriété est résolue à un niveau de plus grande proximité. Ce n'est pas la distance, c'est plutôt la constitution en traits des éléments, de l'élément intervenant et de la cible. Si cette constitution en traits est telle qu'un trait crucial n'est pas en commun, on voit que tout de suite, la performance de l'enfant s'améliore nettement. Vous avez déjà vu cette image la semaine passée, quoique c'était plus joli parce que c'était en couleur dans les diapos de Naama Friedman. Moi, j'ai pris ce qui a été publié. En général, les revues n'aiment pas publier des choses en couleur, donc c'est des nuances de gris. Donc, ici, on a testé des questions sujets, questions sur l'objet. Des questions avec des éléments WH simples comme qui, ou des éléments complexes comme quel chien, avec un élément nominal. Donc, qui mord le chat, si l'enfant est très bon. Donc, il faut évidemment qui
mord le chat, il faut dire, ben voilà le chien qui mord le chat. Donc c'est celui-là. Quel chien mord le chat? Il faut toujours indiquer celui-là. Remarquez que la traduction française n'est pas tout à fait idéale parce qu'en français, une phrase comme « qui mord le chat » est en effet ambiguë. Hein, si vous réfléchissez un instant, il y a une interprétation immédiate qui est sujet, le chat est objet, mais il est aussi possible, quoique de manière moins immédiate, d'avoir l'interprétation qui objet, le chat sujet, avec l'inversion stylistique, n'est-ce pas? Mais en hébreu, ce n'est pas ambigu. En anglais, ce n'est pas ambigu. De toute façon, cette ambiguïté ne gêne pas en ce que même le locuteur français, quand il voit une phrase de ce type, va tout de suite pour l'interprétation la plus simple, donc celle où qui est le sujet. Mais il faut quand même tenir compte de cet aspect. Voilà. Donc, ici, l'enfant à 3 ans et demi, 4 ans et demi, etc., est bon. Question-objet, qui le chat mord, ou qui est-ce que le chat mord, ce serait plus naturel en français. C'est encore plutôt bon, 3/4 des cas sont devinés correctement, mais quel chien le chat mord, ou quel chien est-ce que le chat mord, beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, pourquoi? Toujours parce que dans quel chien est-ce que le chat mord, il y a deux expressions, il y a deux noms, fois le trait nominal, et dans l'élément déplacé, et dans le sujet intervenant. Et c'est évidemment cette structure qui gêne l'enfant. Donc le contraste entre qui est-ce que le chat mord, relativement bien interprété, avec une situation de disjonction entre ces deux éléments, et quel chien est-ce que le chat mord, plus difficile, hein, où la situation est une situation d'inclusion, parce que le trait N est partagé entre ces deux éléments. Ceci illustre le fait que cette différence peut être ramenée à ce calcul des traits en commun ou distincts qui est suggéré par la minimalité relativisée. Voilà, donc ceci donc, nous permet de traiter les difficultés enfantines dans les configurations d'intervention, en faisant appel à cette approche de la localité qui fait référence à un principe élaboré en théorie grammaticale, comme la minimalité relativisée. Alors il y a évidemment un problème auquel vous aurez peut-être déjà pensé, c'est-à-dire des structures comme celle-ci, « Show me the elephant that the lion is washing » en anglais, ou « Montre-moi l'éléphant que le lion lave », ou la question « Quel éléphant est-ce que le lion lave ?» par exemple. Ce sont des phrases parfaitement acceptables pour les adultes. Évidemment, c'est des structures bien formées, et auxquelles l'adulte peut répondre correctement. Donc, ils sont comprises sans aucun problème par l'adulte. Donc, comment traiter la différence entre adulte et enfant si on veut dire que le même principe est fondamentalement en jeu dans les deux systèmes? Comment pouvons-nous faire? Une possibilité, c'est d'utiliser le même type de méthode qu'on utilise en syntaxe comparative, c'est-à-dire comparer les systèmes adultes et les systèmes enfantins en utilisant les mêmes outils et la même méthodologie qu'on utilise pour comparer deux langues adultes. Supposons le français et le chinois, par exemple, n'est-ce pas? Et comment faire? Ce qui est fondamental en syntaxe comparative moderne, c'est de partir de certaines hypothèses d'uniformité, c'est-à-dire partir de l'hypothèse que les deux choses qu'on compare sont identiques. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y aura des différences, mais le point de départ doit toujours être l'hypothèse de l'identité, qui sera affaiblie sur la base de l'évidence empirique. Évidemment, comme les systèmes ne sont pas identiques, on devra postuler de différences, mais de manière minimale. Si on part de l'autre point de vue, de la différence, de l'idée que chaque système est différent, eh bien, on continuera à trouver des différences sans jamais identifier ce qui est uniforme entre différents systèmes. Donc, en utilisant ce type de méthodologie, dans ce cas,
l'approche qu'on peut envisager, fondée donc sur l'uniformité, c'est une approche qui nous amène à postuler un cadre unifié de localité, fondé sur le même système de traits, sur la même gradation de distinction, sur cette idée que certaines structures sont pénalisées dans des configurations d'intervention avec partage de traits. Mais il faut postuler au moins une différence, n'est-ce pas, parce que les enfants et les adultes ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Donc, comment procéder? On peut concevoir que dans la fameuse configuration d'intervention, la minimalité relativisée favorise le cas où X et Z sont maximalement distincts. Donc le cas optimal est celui où l'élément intervenant et la cible sont maximalement distincts, n'ont rien en commun. Et donc on est dans une situation ensembliste de disjonction de traits. Par contre, la minimalité relativisée pénalise les cas où X et Z partagent des traits, et la pénalisation est plus grave, est maximale, disons, si X et Z ont des traits identiques. Donc nous avons trois situations ensemblistes. En effet, il y a plus que ça, il y a aussi l'intersection, par exemple, qu'on peut considérer, etc. Mais fondamentalement, trois cas principaux. Le cas où, dans notre configuration d'intervention, X et Z ne partagent rien, donc une configuration de disjonction, qui est optimale, sont maximalement distinctes. Le cas le moins bon, qui est celui de l'identité, où X et Z ont exactement la même spécification en traits, ce qui est fortement pénalisé. Et puis il y a un cas intermédiaire, un cas d'inclusion, où l'élément déplacé X contient, inclut proprement les spécifications de l'élément intervenant. Ce cas, donc, ayant un statut intermédiaire. Et l'idée est donc de dire il y a un même système fondé sur ces trois niveaux de distinction entre la cible et l'intervenant, un optimal, un pire et l'autre intermédiaire, et les enfants et les adultes adoptent des points de rupture distincts dans ce système. Donc pour le système des enfants est très exigeant. Donc il n'y a que le cas optimal qui est accepté. Donc que le cas de disjonction entre X et Z qui est toléré par le système enfantin. Tandis que l'adulte est plus tolérant. Il y a le cas d'inclusion qui est toléré, par exemple celui d'une relative objet qui traverse un sujet qui a une spécification lexicale, et les deux systèmes sont en accord dans le rejet des situations les moins bonnes en termes de distinction entre l'antécédent, entre la cible et l'élément intervenant, comme par exemple dans les cas de violation d'îlots faibles. Donc on peut penser à ce système comme un système de pénalité qui est associé à des situations où les éléments en jeu ont des spécifications communes et où les enfants ont un système maximalement exigeant. Ils n'admettent que le cas optimal, fondamentalement. De cette manière, on peut utiliser la même structure théorique pour traiter les effets d'intervention chez les enfants et les adultes, mais en même temps exprimer le point de différence qu'on observe, que nous observons. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le système adulte? Donc il est vrai que l'adulte adopte sans problème, disons, accepte sans problème des relatives sur l'objet, par exemple, des questions sur l'objet, etc. Mais est-ce qu'on peut voir quelque part dans le fonctionnement de l'adulte cette pénalisation dont l'existence est attendue étant donné ce type de système? La réponse est oui. En effet, on peut voir cette forme de pénalisation chez l'adulte en regardant un type de données assez différentes, c'est-à-dire les données expérimentales qui nous viennent de la psycholinguistique expérimentale
et qui montre des facteurs de complexité mesurables déclenchés par certaines constructions. Donc prenons la littérature psycholinguistique qui traite justement de la situation du traitement chez l'adulte des relatifs objets, des relatifs sujets. Donc ça a été testé par exemple dans des exemples comme les exemples que vous avez ici en anglais, mais qu'on pourrait très bien, mais qu'on a certainement fait aussi en français et dans beaucoup d'autres langues. Donc, the banker that the barber praised climbed the mountain, et the banker that praised the barber climbed the mountain. Et les deux sont acceptables pour les adultes. C'est pas des phrases très jolies, mais en tout cas, ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? Ça doivent être des phrases qui ne sont pas très intéressantes. Mais il y a une différence très nette entre deux phrases en termes de temps de traitement. Par exemple, c'est quelque chose qui avait été observé dans ce travail de Gordon et al. Si vous étudiez le temps de lecture, donc vous utilisez cette technique appelée self-paced reading, ou je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français, vraisemblablement quelque chose comme lecture à son propre rythme, n'est-ce pas? Où le sujet expérimental voit, par exemple, il y a plusieurs manières, mais voit par exemple un mot au centre de l'écran, puis il pousse un bouton, il passe au deuxième mot, etc. Ça permet de voir quels sont les points de ralentissement dans la lecture. Hein. Donc vous voyez ok, j'ai intégré, banker, intégré, that, etc., etc. Et si vous regardez le temps de lecture, hein, montre une différence très claire entre les relatifs sujets et le relatif objet. Donc vous prenez les deux mots, le dernier mot à l'intérieur de la relative et le premier mot quand vous êtes revenu à la phrase principale, hein, donc the banker that the barber praised climbed, donc vous avez praised climbed the mountain, et puis le temps de lecture dans la même situation, the banker that praised the barber climbed the mountain, donc relative sujet. Donc vous prenez barber et climbed, vous voyez que la relative objet a un temps de lecture nettement supérieur. Ce qui pourrait être attribué à cet aspect qu'on a mis en relief, la structure d'intervention et le fait que la tête de la relative et le sujet intervenant ont des traits en commun, en particulier ont le trait plus sain en commun. En effet, il est possible de tester par cette technique la différence entre une relation ensembliste d'inclusion et une relation ensembliste de disjonction par les adultes. Il suffit de comparer des structures comme the banker that the barber praised climbed the mountain et the banker that you praised climbed the mountain, par exemple, où vous avez que le sujet de la relative n'a plus la spécification nominale parce que c'est un pronom. Alors ce qu'on observe, ça avait été testé dans un cadre complètement différent, mais c'est utile de réanalyser ces résultats dans le cadre que je suis en train d'illustrer. Ce qu'on observe ici, il faut comparer la ligne pointillée d'en bas et la ligne continue d'en bas qui correspondent aux relatifs sujets et objets respectivement, dans le cas où l'autre élément nominal est un pronom. Ce n'est pas une expression lexicale comme the barber, par exemple, mais you. Donc vous voyez qu'ici, en comparant ces deux lignes, the banker that praised you climbed the mountain et the banker that you praised climbed the mountain, la différence entre relatif sujet et relatif objet disparaît. Fondamentalement, elles sont aussi accessibles, elles sont aussi faciles. Ceci, évidemment, peut être ramené au fait qu'il y a une disjonction de traits dans le cas de la relative objet qui fait que la difficulté qui se manifeste dans l'autre cas
où le sujet a une restriction lexicale n'est pas visible, n'est pas manifesté. Voilà, donc sur la base de ces observations, on peut proposer ce type de cadre. Il y a un principe, la minimalité relativisée exprimée en trait. Il y a une hiérarchie de distinction dans les configurations d'intervention exprimée en termes ensemblistes, en particulier en distinguant entre disjonction, inclusion et identité. Et ces ingrédients donnent un système qui permet d'unifier partiellement des choses à première vue très différentes, comme les jugements gradués des adultes dans les contextes d'îlots faibles. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié fondamentalement en linguistique formelle, en grammaire générative. Les difficultés des enfants avec certaines dépendances à barres, certaines relatives objets, certaines questions objets, mais non seulement, par exemple aussi des structures de topicalisation montrent le même type de difficultés. Quelque chose qui a été étudié en psycholinguistique du développement, et certains effets de complexité dans le traitement adulte, ce qui est l'un des domaines typiquement étudiés en psycholinguistique de l'adulte, psycholinguistique expérimentale, qui regarde les propriétés du traitement de l'adulte. Voilà, donc ça c'est le cadre auquel nous sommes arrivés. Maintenant, il y a toute une série de considérations ultérieures qu'on peut faire. En particulier, comme toujours, il est intéressant de considérer des alternatives. Est-ce que c'est la seule manière de regarder les choses? Ben, certainement pas. Jusqu'à la proposition de ce cadre, ces trois domaines étaient traités de manière indépendante. Quelle est une hypothèse alternative qui peut venir à l'esprit? Ben, la proposition que nous avons faite, en particulier en relation au développement du langage, est que les difficultés enfantines manifestent un phénomène grammatical, en ce que l'ingrédient explicatif utilisé est un principe grammatical, un principe proposé en théorie de la syntaxe, et un type de mécanisme qui est impliqué dans plusieurs phénomènes de localité de la grammaire adulte. Donc une approche clairement fondée sur la grammaire. Il y a plusieurs alternatives envisageables, mais une alternative certainement est que les difficultés enfantines avec les relatifs objets, par exemple, soient un phénomène fondamentalement extragrammatical, indépendant de la grammaire. Par exemple, il pourrait y avoir une différence purement, une simple différence de perception. Il pourrait être difficile de traiter ce genre de structure pour l'enfant pour un simple fait de performance propre du système de la perception et compréhension, et donc un effet qui pourrait être indépendant de la grammaire. Alors, comment essayer d'argumenter en faveur ou contre l'idée que nous avons affaire bel et bien à des phénomènes grammaticaux? Il y a plusieurs arguments qu'on peut donner, comme je le disais, mais ici, je ne considérerai que deux types de choses, que deux types d'arguments. Voilà, la première considération est que la grammaire fait partie des deux systèmes de performance de la compréhension et de la production. Par exemple, en ce moment, moi je travaille en production, vous travaillez en compréhension. C'est les deux formes fondamentales de la performance. Et ces deux systèmes de la compréhension et de la production incluent nécessairement la grammaire. N'est-ce pas? Il faut qu'on partage certaines connaissances. Il faut qu'on connaisse, par exemple, la grammaire du français dans ce cas, pour pouvoir participer
à la production ou à la compréhension dans ce genre de situation communicative. Alors, la question qui se pose est, est-ce que les difficultés enfantines avec les relatives objets, avec les questions objets, se manifestent symétriquement en production et en compréhension, ou bien elles se manifestent tout simplement en compréhension? Si c'est simplement en compréhension, on pourrait parler d'un effet de performance limité à la perception des structures. Hein. Si c'est en compréhension et en production, eh bien, ça peut suggérer, en tout cas, c'est ce qu'on s'attend immédiatement si la grammaire est impliquée, parce que la grammaire entre et dans le système de la production et dans le système de la compréhension. Deuxième type de considération, comme tous les principes grammaticaux, la minimalité relativisée, les effets d'intervention étudiés dans la grammaire sont sensibles à la structure hiérarchique, sont sensibles à ces commandes. Simplement parce que tous les principes grammaticaux sont sensibles à la structure hiérarchique et pas à l'ordre linéaire. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe de difficultés enfantines? Peut-on montrer qu'elles sont aussi sensibles à la structure hiérarchique et à ces commandes? Voilà donc l'organisation du système, système de la production qui inclut la grammaire, ce que j'utilise en ce moment, mes connaissances sur la structure du français et toute une série d'indications, d'ordres qui sont donnés au système de la production pour moduler les sons d'une telle manière que ce que je veux dire soit externalisé de manière appropriée. Également, le système de la compréhension inclut la perception auditive, évidemment, du langage, ou bien si on était dans une situation d'utilisation de langue de signes, par exemple, le système de la perception visive, et ceci inclut aussi la grammaire. Donc ça, c'est une partie commune, évidemment, à deux systèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on trouve chez les enfants des difficultés symétriques ou non en production et en compréhension? Ici, on a utilisé un type d'expérience inventée par Naama Friedman, et je pense qu'elle l'a brièvement évoqué dans sa présentation. Fondamentalement, il s'agit d'amener l'enfant à produire un certain type de phrase. Ça, c'est le problème de la production induite. Il faut forcer, disons gentiment, l'enfant à produire un certain type de structure pour voir s'il est capable de la produire ou non. Alors le système très très simple et très efficace auquel Naam a pensé est le suivant. Il y a une sorte de préambule. Donc on raconte une petite histoire. Il y a deux filles. Une fille embrasse la grand-mère, l'autre fille embrasse le grand-père. Parfois, il y a aussi deux illustrations. Quelle fille voudrais-tu être? Alors, dans la réponse que l'enfant doit donner, évidemment, si l'enfant veut distinguer entre les deux situations, doit utiliser une relative. Et ici, une relative sujet. Donc, on demande au sujet expérimental, répond en commençant par « je voudrais être la fille », et la réponse attendue est « je voudrais être la fille qui embrasse la grand-mère » ou « je voudrais être la fille qui embrasse le grand-père ». L'utilisation relative est forcée dans cette situation pour distinguer entre les deux filles. De cette manière, on peut éliciter ou on peut induire, déterminer la production de relatives objets. Donc, même histoire, il y a deux filles, la grand-mère embrasse une fille, le grand-père embrasse l'autre fille. Quelle fille voudrais-tu être? Commence en disant « je voudrais être la fille », et donc la réponse attendue « je voudrais être la fille que la grand-mère embrasse » ou « je voudrais être la fille que le grand-père embrasse ». Okay? Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat de ces techniques? Ici, j'ai mis cette sorte de méta-analyse de Martini et d'autres de plusieurs données qui avaient été élicitées
par Belletti et Contemori dans leurs travaux sur l'italien. Donc, les structures licitées, c'était des relatifs sujets comme vorrei essere la bambina che abbraccia la nonna, même chose de la structure française qu'on vient de voir, ou bien vorrei essere la bambina che la nonna abbraccia, relative objet dans ce cas. Alors, ici, vous voyez plusieurs couleurs, ça paraît assez complexe, mais le point essentiel, c'est de comparer la partie bleue des deux barres. Donc, dans le cas de relative sujet, cette partie correspond au cas où l'enfant produit une structure où l'enfant reproduit la deuxième expression nominale, donc la grammaire fondamentalement. Et vous voyez que quand il s'agit d'éliciter des relatives sujets, dans la nette majorité des cas, 84 cas sur 100, l'enfant reproduit l'objet avec sa structure nominale, donc répond « je voudrais être la fille qui embrasse la grand-mère ». La grand-mère est reproduite ici. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'en position objet, cette expression nominale ne gêne pas du tout la relation locale entre la tête de la relative et la trace en position sujet. Par contre, quand on élicite les structures relatives sur l'objet, donc on essaye d'induire la production de structures comme « je voudrais être la fille que la grand-mère embrasse », vous voyez que le cas où la grand-mère est produite sont extrêmement limités. Il y a 6%, 6,6% dans tous les cas de production induite. Donc l'enfant fait toutes les tentatives possibles pour éviter de produire une structure comme vorrei essere la bambina che la nonna abbraccia. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il change de verbe, par exemple, il change de structure syntaxique, il utilise un pronom, donc il dit « je voudrais être la fille qu'elle embrasse », par exemple. En italien, ce serait un pronom nul, mais en tout cas, ce type de stratégie. Et plusieurs autres stratégies. Mais il évite absolument, autant que possible, ce type de configuration. Donc cela suggère, ça a été interprété par ces auteurs comme une indication précise que les difficultés existent symétriquement, et en production, et en compréhension, on a déjà vu ça, et en production. Et en effet, si ces difficultés sont liées à un principe de la grammaire mentale, on s'attend à ce que la production et la compréhension soient affectées parce que, évidemment, la grammaire mentale est inclue et dans le système de la production et dans le système de la compréhension. Évidemment, si c'était un simple fait perceptif, il ne serait pas évident de trouver cette symétrie entre les deux formes de la performance. Voilà, dernière chose que je voudrais discuter est la sensibilité à la sécommande. On a longuement parlé au début du cours de la sécommande, du fait que tous les processus grammaticaux sont sensibles à la sécommande et à l'organisation hiérarchique de la structure, par exemple l'interprétation des anaphores, les principes qui concernent les pronoms, les règles d'accord, toutes sortes de phénomènes qui sont sensibles à la sécommande. Donc, si nous avons affaire à un phénomène grammatical, si les difficultés enfantines sont un phénomène grammatical, on s'attend à ce que la sécommande soit pertinente, parce qu'elle est toujours pertinente dans les phénomènes de nature grammaticale. Comment est-ce qu'on peut montrer cela? Bon, je vous rappelle d'abord la sécommande. Voilà la définition. La sécommande est la relation entre un nœud alpha et un nœud bêta dans cette configuration où alpha a été assemblé avec un autre nœud, gamma, donc on met ensemble ces deux, et gamma contient bêta. Donc dans cette configuration, alpha sécommande bêta, donc par exemple alpha peut être un antécédent d'un élément anaphorique. Si alpha est un pronom et bêta est un nom,
on a l'effet de disjonction référentielle ou de non-corréférence dont on a parlé, je pense, dans le premier cours, etc., etc. Donc ça fonctionne comme ça. Maintenant, la C-commande nous permet de définir l'intervention en termes hiérarchiques. Nous pouvons dire que, on avait laissé ça en suspens, qu'un élément Z dans la fameuse structure Z, X, Z, Y intervient hiérarchiquement entre X et Y quand, si et seulement si, Z C-commande Y et Z ne C-commande pas X. Donc, quand Z C-commande l'un des deux éléments X et Y, mais pas l'autre, on est dans une configuration d'intervention hiérarchique. Okay? On peut montrer que la localité adulte est sensible à cette définition. Prenons un cas de violation d'îlot faible. Ligne de base, une phrase comme « On se demande qui est parti à 17 heures ». Si donc, vous avez une question indirecte qui est partie à 17 heures, supposez qu'on essaye de former une question principale concernant l'heure du départ, ce qu'on obtient, un B, est une structure mal formée. Quand se demande-t-on qui est parti, dans l'interprétation pertinente, ou quand se réfère à l'heure du départ, veut savoir à propos de l'heure du départ, ce genre de structure n'est pas possible. Évidemment, si quand était mis en relation avec la structure principale, ça serait possible, mais cette interprétation n'est pas pertinente. La chose essentielle est qu'on a ici un effet d'îlot faible du type qu'on a illustré avant. Voilà. Prenons une phrase légèrement plus complexe, comme 2A. La question de savoir qui avait gagné a été résolue à 17 heures. Ici, on peut très bien former une question relative à l'heure à laquelle la question avait été résolue et dire quelque chose comme 2B. Quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue? C'est une phrase un peu compliquée, mais c'est parfaitement compréhensible, parfaitement bien formée. Mais remarquez que du point de vue de l'ordre linéaire, le déplacement de quand dans cette deuxième structure traverse la position qui, donc l'élément interrogatif dans le système du complémentaire de la question indirecte qu'on a ici. Mais qui n'a aucun effet. Pourquoi qui a un effet important dans un cas comme 1B et zéro effet dans un cas comme 2B? Et ceci a simplement à voir avec l'organisation hiérarchique et le fait que l'intervention qui compte est l'intervention hiérarchique. Donc, quand se demande-t-on qui est parti, ne va pas parce que qui, au début de la question indirecte, intervient en termes hiérarchiques entre quand et sa trace, n'est-ce pas? Parce que qui s'écommande la trace de quand et qui ne s'écommande pas quand. Donc, il y a cette intervention hiérarchique qu'on disait. Tandis que dans l'autre cas, quand est-ce que la question de savoir qui avait gagné a été résolue, qui n'est pas visible pour affecter la relation entre quand et sa trace, parce qu'il est trop profondément enchâssé. Il se trouve enchâssé à l'intérieur d'une question qui est à son tour enchâssée à l'intérieur du syntagme nominal sujet, donc qui ne se commande rien en dehors de cette structure, en particulier ne se commande pas la trace de quand, et donc il n'est pas capable de déclencher un effet d'intervention dans ce genre de structure, très directement. Ce qui est tout à fait attendu, évidemment, parce qu'on a vu au début de ce cours que tous les principes grammaticaux sont sensibles à ces commandes, sont sensibles à la structuration hiérarchique et la structuration linéaire simplement n'affecte pas la bonne formation, l'interprétabilité des structures. Donc ceci en ce qui concerne les adultes. Maintenant, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur profiter de cet aspect pour voir
si les difficultés enfantines sont sensibles à la sécommande. Réponse oui, mais il faut regarder la bonne langue, la langue qui a les bonnes caractéristiques pour nous permettre de tester cette propriété. Alors on regarde le chinois mandarin de ce point de vue. Pourquoi? Parce que le chinois mandarin a une combinaison de propriétés qui est très intéressante. Ici, bon, ici vous avez les exemples en chinois. Ici, j'ai utilisé des morphèmes ou des mots anglais simplement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le chinois est une langue SVO, sujet, verbe, objet. Donc le chat frappe, par exemple, le chien, quelque chose comme ça. Mais en ce qui concerne la structure des relatives, il se comporte comme certaines langues systématiquement à tête finale, en ce que la tête de la relative ne se trouve pas ici, comme elle se trouverait en anglais ou en français, avant la relative, mais après la relative. Et le complémentaire, dans la mesure où on peut analyser cet élément D comme complémentaire, se trouve aussi après la structure relative. Donc quelque chose comme le chien que le chat a frappé, ou quel est le chien que le chat a frappé, aura un ordre de mots assez spécial, comme celui qui est indiqué ici, lequel est chat frappé, complémentaire, chien, quelque chose comme ça, où la tête de la relative se trouve à la fin. Ceci pour une relative objet. Pour la relative sujet, même chose, c'est-à-dire la tête sera à la fin, le complémentaire sera après la structure, la trace en position sujet sera donc connectée à la tête de la relative au fond de la phrase, et donc on aura quelque chose comme quel est le chien qui a frappé le chat, c'est quelque chose comme quel est frappé chat que chien, avec cet ordre d'éléments. Alors vous voyez le grand intérêt de cet ordre d'éléments est qu'ici les aspects hiérarchiques et les aspects linéaires sont complètement bouleversés par rapport à l'anglais. En anglais, en français, ils vont ensemble, tandis qu'ici, par exemple, prenons le cas de la relative objet avec cette configuration, vous avez que, du point de vue linéaire, le sujet n'intervient pas entre la trace de l'objet et la tête de la relative. Mais du point de vue hiérarchique, il intervient, parce que le sujet sécommande la trace en position sujet et ne sécommande pas la tête de la relative. D'accord ? Donc il y a cette très belle dissociation entre l'ordre linéaire et la structuration hiérarchique. Alors la question qui se pose est-ce qu'en chinois on observe la même chose qu'on a observé en anglais, en français, etc., que dans l'acquisition des phrases relatives, les relatives sujets sont favorisés et sont accessibles plus tôt que le relatif objet. Ça, c'est la question qui a été posée dans ce travail de Hu Shenai, avec des co-auteurs, Anna Gavarro, Mirta Vernice, Maria Teresa Guasti. Vous vous souvenez qu'on a suivi la conférence que Maria Teresa a donnée il y a 2 ou 3 semaines. Donc cet ensemble d'auteurs ont donc testé ces propriétés et qu'est-ce qu'ils ont observé. Voilà les résultats. Voilà le type de structure. Donc, quel est le chat qui frappe le chien, relative sujet, quel est le chat que le chien frappe, relative objet, donc toujours même structure, 2 images, il faut choisir l'une des 2 images. Les résultats qui ont été obtenus sont très clairs, c'est-à-dire Hu Shenai a regardé plusieurs groupes d'âge à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans,
et puis des contrôles adultes. Et vous voyez qu'à chaque groupe d'âge, les relatives sujets sont mieux comprises que les relatifs objets. Déjà à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous voyez 3/4 des relatives sujets sont comprises correctement, tandis qu'encore moins que la moitié des relatives objets sont comprises. À 7 ans, pratiquement toutes les relatives sujets sont bien comprises. Les relatives objets sont encore difficiles. Seulement plus tard, à 8 ans, les relatives objets montent. Et puis pour les adultes, évidemment, les deux sont compréhensibles. Mais du point de vue du développement, il y a un effet très clair. En chinois mandarin, exactement comme en français, comme en italien, comme en hébreu, comme en anglais, les relatives sujets sont apprises avant les relatives objets. Voilà, donc ceci nous permet de dire que l'intervention pertinente est l'intervention hiérarchique, évidemment, non pas l'intervention linéaire, parce que si vous prenez la structure des relatifs sujets, vous voyez que du point de vue linéaire, l'objet intervient entre la trace du sujet et la tête relative, comme la tête relative est à la fin. Mais ce n'est pas ça qui détermine des difficultés, parce que ces structures sont apprises plus rapidement. C'est plutôt l'intervention hiérarchique, et seulement hiérarchique, du sujet qui détermine les difficultés des relatifs objets. Voilà donc la conclusion à laquelle Wu Shenai et ses co-auteurs ou co-autrices arrivent. Donc, relatifs sujets sont significativement plus faciles à comprendre que les relatifs objets, et ceci de manière cohérente à travers les différents groupes d'âge, étant donné la spécificité de la structure syntagmatique du chinois mandarin, ordre SVO mais relative à tête finale. Ce résultat est en phase avec la conclusion que l'intervention est calculée hiérarchiquement et pas linéairement, ce qui est prédit par une approche basée sur la grammaire, simplement parce que tous les phénomènes grammaticaux dépendent de la structure hiérarchique. Puis, dans un autre travail, Wu et ses co-auteurs montrent aussi que l'avantage relatif sujet est observé aussi dans la production induite. Donc, en chinois, comme dans les autres langues, on a et en compréhension et en production un avantage pour le relatif sujet. Donc, en conclusion, pour conclure, nous laisser peut-être un peu de temps pour la discussion et puis faire une pause avant le séminaire, les difficultés enfantines, avec certaines relatives et questions-objets, sont observées symétriquement en compréhension et en production et sont sensibles à la sécommande, non pas à l'ordre linéaire. Ces observations plaident fortement pour une implication directe de la grammaire et de ses principes dans l'explication de ces difficultés enfantines. En effet, une approche fondée sur la grammaire prédit ses propriétés parce que le système de la production et de la compréhension inclut la grammaire, donc tout principe grammatical aura inévitablement des répercussions symétriques dans les deux composantes de la performance, production et compréhension. Et de manière générale, les principes grammaticaux sont sensibles à la sécommande, plus généralement aux propriétés hiérarchiques, plutôt qu'aux propriétés linéaires. Donc l'implication d'un principe grammatical prédit la sensibilité à la sécommande des difficultés enfantines avec ces structures. Donc, l'analyse des difficultés enfantines, avec certains relatives et questions, mais aussi d'autres constructions problématiques, dont on a dit par exemple la topicalisation et encore d'autres constructions, tout cela plaide en faveur de l'approche que j'ai tenté d'illustrer dans ce cours. Il me semble qu'il est légitime et fructueux d'étudier l'acquisition rétrospectivement. Vous vous souvenez, au début, on avait parlé de ce du point de vue prospectif. On commence de l'état cognitif initial, puis on prend une photo à 1 mois, puis à 3 mois, etc. Et un point de vue rétrospectif qui part de la grammaire adulte et sur la base de ce qu'on sait sur la grammaire adulte pose des questions sur l'acquisition. Donc une approche rétrospective qui part des analyses raffinées du système grammatical adulte et de ses principes
et des principes, évidemment, qui sont découverts et élucidés par les études de théorie grammaticale. Ces propriétés, ces principes grammaticaux ont donc un pouvoir explicatif, il me semble, ainsi qu'une bonne capacité heuristique. Capacité heuristique est quelque chose de très important, c'est-à-dire la capacité de susciter de nouvelles questions et de découvrir de nouvelles généralisations. Il me semble que l'idée d'appliquer sérieusement les principes de la théorie grammaticale à l'acquisition du langage ont exactement cette capacité, créer de nouvelles questions et peuvent nous amener à découvrir de nouvelles généralisations. Donc, on a ce pouvoir explicatif, ces capacités heuristiques, non seulement par rapport à l'objet spécifique des principes de théorie grammaticale, le savoir linguistique de l'adulte, mais aussi pour la constitution et le développement de ce savoir linguistique dans le courant de l'acquisition du langage. Donc, il y a ce jeu entre études théoriques de la grammaire adulte et études de développement, qui est le suivant. Les principes grammaticaux nous permettent de poser de nouvelles questions et peut-être de regarder dans une nouvelle perspective les effets de l'acquisition, et réciproquement, l'effet de l'acquisition peuvent apporter des nouvelles données empiriques pour l'étude des propriétés grammaticales générales, en enrichissant ainsi la base empirique des études théoriques. Voilà, donc ça c'est le message final que je voulais donner. Ici, il y a quelques références que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc, je termine sur cette note. On a encore quelques minutes pour discuter éventuellement de choses que j'ai dit aujourd'hui ou éventuellement de choses que j'avais dit dans d'autres cours. Puis on fera une brève pause et on passera au séminaire d'Anne-Christophe. Questions, remarques? Merci. Merci.